J'ai vu qu'il venait avec ça, mais... Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus, d'avoir rendu possible cette convention. Et en fait, je me suis dit après qu'il fallait mieux que je l'appelle un peu de convention Paris. C'est plus sérieux. On va commencer par la présentation de Stéphane, de son nouvel émulateur AccuRapple, qui tend à respecter le plus possible la machine originale dans l'émulation. Ouais. Il a déjà fait, il a révisé sa présentation hier, et donc là, je pense qu'il est au point. Bon, bonjour. Tout le monde m'entend parce que parfois je ne parle pas assez fort. Encore plus fort. Ah. Je suis Démosthène, je suis devant la falaise et je m'explique. Oui, donc, voilà. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu, donc même si vous avez déjà vu, laissez les autres écouter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu d'un projet que je fais depuis une grosse année maintenant, qui est un émulateur d'Apple, évidemment, pas de Commodore. Parce qu'hier, je ne les avais pas toutes. Donc la question, c'est en fait, pourquoi diable faire un émulateur? C'est une question que je me pose régulièrement. Pourquoi je fais ce truc? Pourquoi je continue? En fait, à l'origine, je voulais apprendre le langage Rust. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. C'est un truc à la mode, c'est assez branché dans les cercles Amazon, Facebook et tout ça. Et donc, je voulais découvrir ce langage-là parce qu'il est, à ce qu'on dit, adapté à ce que je voulais faire. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux bien faire? Alors, l'idée au début, c'était de faire simplement un émulateur du microprocesseur 6502. Et après, grosso modo, 2 semaines, j'avais compris que Rust, ça allait juste pas être facile et que le 6502, ça allait être encore un peu plus compliqué avec le budget temps que j'avais. Donc j'étais un peu dépité, je me dis, j'avais un chouette projet, on va pouvoir le faire. Mais bon, avec Google, j'ai trouvé des tas de trucs, j'ai trouvé des gens qui m'expliquaient un peu ce que c'est Rust de manière utile, et surtout j'ai trouvé un émulateur Apple en Rust, déjà tout fait. Donc là, j'étais déçu, je me dis merde, je croyais être le premier. Eh ben non, je ne suis pas le premier. Et j'ai aussi trouvé, en langage C cette fois, un émulateur de microprocesseur 6502, mais au cycle près. Parce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, cycle près, ou qui ne savent pas. Déjà, je vous fais le détail de l'explication, si vous ne savez pas. Tout le monde sait, c'est bien. Donc voilà, donc j'ai trouvé tous ces bouts de code-là. Et donc je me suis dit, allons-y, on va repartir sur la base de l'émulateur que j'avais trouvé. Là aussi, j'ai vite déchanté, cet émulateur-là, il ne marchait pas du tout, il ne compilait même plus parce qu'il était trop vieux. Donc la première phase, ça a été de remettre cet émulateur en route pour arriver à quelque chose qui ne marche pas de toute façon. Pour diverses raisons. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû comparer mon émulateur avec un autre que j'avais trouvé sur Internet, qui est développé par un type qui s'appelle Chamus. Je ne sais pas quoi, il a un vrai nom, mais j'ai retenu que le pseudonyme. Et donc, j'ai comparé l'exécution du prototype d'émulateur que j'avais chez moi, et j'ai comparé donc l'exécution de mon émulateur et de cet émulateur-là, donc instruction par instruction, très patiemment, jusqu'à lever les principaux trucs qui ne marchaient pas. Parce que, en fait, ce qui se passe quand on écrit un émulateur, je ne le savais pas, ça paraît évident, évidemment, quand on y pense, mais c'est que ce qui se passe, c'est qu'au début, en fait, l'ordinateur, l'Apple, et je suis sûr les autres, quand on les démarre, le premier truc qu'ils font, c'est de vérifier tout un tas de trucs pour voir si la machine est correcte. Et en fait, pour que ces tests passent, mine de rien, il faut déjà une émulation très précise. Si on n'a pas une émulation assez précise, le truc ne marche juste pas. Donc on n'arrive jamais à rien démarrer. Et comme il n'y a pas de message, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un peu la prise de tête au début pour démarrer le truc. Donc ça m'a mis un certain temps avant d'avoir quelque chose qui démarre. Et soit dit en passant, j'aurais pu me dire aussi, allons lire le code des autres émulateurs, mais ça sert juste à rien, parce que
le code des autres émulateurs, en fait, ne dit jamais ce qui manque. En fait, il dit voilà ce que j'ai, mais il ne dit pas ce qui manque. Donc, si on lit le code d'un autre émulateur, la seule solution, c'est de réimplémenter tout ce qu'il a fait dans le noir et en espérant que tôt ou tard, on n'ait pas fait des bugs et des machins et que ça marche. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans le code des autres, c'est vraiment très très peu. Donc, voilà. Là, je commence à avoir un émulateur qui marche. Donc, quand je dis qu'il marche, il y a très peu de jeux qui tournent, mais enfin, un truc ou deux démarre. Je commence à être content, mais je fatigue déjà un petit peu. Faire ça le soir, c'est bien sympathique, mais c'est quand même un peu crevant. Et c'est là que sur le forum Discord, où vous êtes peut-être beaucoup d'entre vous, il y a Aldo7 qui se pointe. Donc, je refais ma blague d'hier, mais c'est important pour moi. Donc, quand j'étais tout petit, que je ne savais pas encore programmer, mais que je savais déjà jouer sur les ordinateurs, j'ai vite compris que les jeux étaient piratés. Et donc, c'était l'époque, je pense, de Tron, de film, et donc tout l'esprit hacker, en fait était là. Et j'ai vite capté que c'est ça que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de pirater des trucs, j'avais envie d'être un hacker. Et donc, quand j'étais petit, le nom Aldo7 apparaissait assez régulièrement sur les disquettes, et c'était un peu ma star quand j'étais un gamin. Et donc, le voilà qui se pointe sur le forum Discord, et je commence déjà un peu à papoter au sujet de ce que je fais, à titre, voilà, juste pour ne pas faire ça tout seul dans mon coin et en parler. Et donc, j'apprends que Aldo7 travaille aussi sur un émulateur. Ah, je me dis là, ça peut pas se passer comme ça. J'aurai mon émulateur avant lui. Et donc, ça a été une grosse source de motivation pendant quelques mois. Donc, c'était le gros stress chaque fois que je me connectais sur Discord, pourvu qu'il ne poste pas de news sur son émulateur expliquant que c'était fini, il avait gagné et que j'étais à la bout. Voilà. Et donc, ça m'a tenu occupé pendant près d'un an. Et là, je suis arrivé à quelque chose qui marchait plutôt bien et une assez bonne connaissance du langage russe. Donc ça, c'est fin de la première partie de l'explication. Donc aujourd'hui, l'émulateur, qu'est-ce qu'il fait dans sa version stable? Il fait pratiquement tous les modes graphiques, il fait lecteur de disquette plutôt bien, il fait un débugger que j'ai montré là sur le côté, il fait joystick, clavier, et je ne sais plus quoi, enfin encore les trucs usuels dans un émulateur. Et avec une émulation au cycle près. Et donc, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je cherche à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est... on peut scripter aussi l'émulateur, ça c'est assez sympa quand on fait du développement. Donc, par exemple, là, c'est un script qui permet de démarrer la démo old school, je peux cliquer là-bas. Donc, démarrer l'enregistrement du son, de la vidéo, attendre 6 secondes, parce qu'il faut le temps que la disquette démarre. Ensuite, je lui dis, tape un peu Be-Run old school, puis j'attends 65 secondes, et puis j'arrête l'enregistrement. Donc, c'est assez pratique pour faire des vidéos à 50 Hz, vraiment juste. Sinon, on doit les enregistrer avec un autre programme, et moi, sur mon PC, qui est très vieux, ça ne marche pas parce qu'il n'arrive pas à suivre avec l'encodage. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. J'en avais marre d'avoir des vidéos trop pourries sur YouTube. Voilà. Je vous dis ça quand même. Donc, grosso modo, l'émulateur, il est construit en multithread. C'est pas très intéressant. C'est juste pour dire que, en fait, le multithread, ça peut vite être compliqué. Et Rust, là, c'est un langage super parce qu'il vous aide vraiment à réfléchir intelligemment, justement, à l'aspect multithread des choses. Donc, grosso modo, mon émulateur, il est complètement dans cette boîte-là. Et puis, voilà, il y a un thread pour le debugger, il y a un thread pour faire de l'affichage graphique, des interactions avec le clavier, tout ça, et un autre thread pour faire le post-processing du son. Mais en fait, tout est là, et ça permet d'avoir un code simple. Donc, je n'ai pas fait de multithread dans l'émulation. L'émulation, elle est complètement câblée, 50 images secondes, 1 MHz, et que l'ordinateur soit lent ou rapide, ça ne change juste rien, le truc il va avancer à sa vitesse, il s'en fout. Je vais un peu trop vite, je voulais vous dire d'autres trucs, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai mis aussi le mot qui me tente.
Donc, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai tout ça qui fonctionne et le but du jeu maintenant, c'est d'aller un peu plus loin dans l'émulation. Donc vous savez tous qu'il y a le mode PAL, le mode NTSC. Et donc là, il y a deux trucs qui sont arrivés plus ou moins simultanément. Donc ça faisait déjà quelques temps que je regardais à comment faire l'émulation du mode PAL, NTSC, Composite, tout ça. D'autres émulateurs le font, c'est quelque chose qui ne surprend plus personne. Mais enfin, moi, ça m'intéressait parce qu'il y avait un petit peu des mathématiques derrière et j'avais envie de savoir c'est quoi décoder un signal, le signal de l'Apple, c'est quoi le mode composite, comment est-ce qu'on met tout ça en musique. Et l'autre truc, c'était ça. J'en reviendrai après dessus, mais vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des bugs d'affichage. Notamment ici, vous voyez, c'est du mode texte, et alors il y a un petit malin qui, juste là, passe du mode texte au mode basse résolution. Et en fait, le mot qu'on devrait lire, c'est Successful Assembly, avec un joli B. Et là, ce qu'on voit, c'est que le B, en fait, il est tout écrasé, et il est même, en fait, dupliqué. On ne voit pas les petits bouts, il manque. Et ça, c'est vraiment un bug d'affichage. C'est pas un bug, mais disons que c'est l'Apple poussé un peu plus loin que ce qu'il est censé faire. Et en fait, on a ce bug-là ici, là, je vous expliquerai après. Mais bon, en fait, ce qui arrive à ce point-ci de l'émulation, c'est que je voudrais faire une émulation correcte. Et il se fait que pour faire une émulation correcte, en fait, il faut travailler avec le mode composite complètement. Et il faut surtout faire l'émulation du hardware qu'on voit ici. Quand on ne fait pas comme ça, comment on fait? On a l'Apple, on a la mémoire graphique, et donc on écrit des routines pour aller chercher ce qu'il y a dans la mémoire graphique, faire les transformations qu'il faut pour faire le mode HDR, le mode basse résolution, tout ces machins-là. Et donc on se retrouve avec plein de petites routines pour faire le rendu émulé de la mémoire graphique. Mais quand on fait comme ça, on n'a pas les bugs que je fais. Et quand on fait comme ça, on n'a jamais tous les artefacts composites, donc les couleurs qui parlent et tout ces machins. Donc un beau jour, je me suis dit, ok, je vais faire une émulation un peu plus précise que ça. Et donc, j'ai fait plein de calculs pour comprendre c'est quoi le mode composite. Donc là, j'ai une émulation qui marche pas très bien, mais qui est dans l'esprit là. Et c'est ça qu'on voit ici. Vous voyez, il y a des lignes alternées. En fait, c'est des articles. Ici, c'est un peu jaune. Ici aussi, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un peu des couleurs qui parlent. Ça, c'est le mode composite en action. Alors, le mien, il est un peu moche pour le moment. Je dois encore travailler dessus, mais je sais quoi faire pour l'améliorer. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est ça. C'est les bugs, ici. Donc ça, je vous ai expliqué, voilà. Il y a une petite bidouille là. Ici, la bidouille est d'un autre genre. Donc, on passe... donc, vous ne voyez peut-être pas, vous ne connaissez pas, mais c'est une démo de French Tools, justement. Et là, il passe du mode basse résolution au mode haute résolution. Et en fait, les lignes bleues et blanches devraient être juste bleues et blanches partout. Et là, vous voyez, ça déconne un peu. Ce qui est affiché là, c'est pas Cyril qui a mal programmé. C'est juste l'Apple qui ne suit pas. Alors, pour faire fonctionner ce machin-là, il faut regarder le hardware d'un peu plus près. Voilà, ça c'est le hardware, enfin c'est un schéma du hardware de l'Apple. Ah oui, moi j'ai pas d'Apple, hein, donc tout ça c'est fait d'après documentation. Mais je suis tout content, j'en ai vu plein. Voilà, alors il se passe plein de trucs pour la génération du signal, mais ce qui est marrant en fait dans l'Apple, et c'est ça qui est, je trouve intéressant dans l'émulation, c'est qu'avec ces trois puces-là, en fait il y a trois puces plus des bricoles, c'est avec ça qu'ils font tous les modes graphiques. Donc c'est la même soupe ressaucée tout le temps, quoi. Mais gentiment bidouillée pour faire différentes choses. Donc en fait, il y a deux trucs vraiment importants. C'est le scanner et ici, ce qu'ils appellent le shift register, dans un bon français, le registre de décalage. Donc comment ça marche? Parce que ça, on ne le voit jamais. Donc d'un côté, il y a le scanner qui, en fonction du mode graphique, va lire la mémoire à intervalles réguliers. Donc en fait, tous les demi-cycles, enfin non, tous les cycles et demi plutôt. Et ce truc, en fait, va pomper dans la RAM ce qu'il doit afficher, les bits à afficher. Il les prend, ça passe dans la ROM vidéo, mais ça on s'en fout pour le moment, et puis il les met dans un bit shifter.
Et ce truc-là, en fait, une fois qu'il a reçu les bits, il va les sortir un par un alors ça dépend, 14 MHz, 7 MHz, ça dépend un petit peu. Et c'est ça qui fait le signal composite, en fait. Et c'est ce signal-là qui va arriver dans la télévision. Et les bugs qu'on a, en fait, qu'on voit, eh ben, ce qui se passe, c'est ceci. En fait, le vidéo scanner, il va scanner, par exemple, on lui dit, tu es en haute résolution, basse résolution, je veux dire, tu scannes au moment de l'afficher le byte qu'il faut, on change la résolution en plein milieu du jeu de qui, et tout de suite, il va se mettre à chiffrer les bits, enfin non, pardon, les bits vont arriver là. Et une fois qu'il commence à sortir les bits, là, on change la résolution. Et ce qui se passe, c'est que ce truc-là va se mettre à se comporter dans le nouveau mode graphique qu'on lui a demandé, alors qu'il a encore dedans les bits de la mémoire d'avant. Et donc, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on affiche, on se met à afficher en fait des bits de la mémoire d'avant. On se met à afficher des bits qu'on avait lus dans la mémoire basse résolution en haute résolution, ou vice-versa, ou en mode texte. Et donc, ce qui se passe, c'est vachement évident. Une fois que je vous ai expliqué ça, normalement, si je vous montre le petit dessin, voilà. Là, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, on est en mode texte, on charge les caractères, donc c'est un byte, qui va être mis dans la ROM pour avoir les petits pixels ici pour faire l'assemblage de la lettre. Et là, subitement, il a chargé le B, toujours en mode texte, mais on est passé en mode basse résolution, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il accélère sa fréquence de shift, et le shift, en fait, donc, va commencer à produire ce qu'il avait capté comme devant afficher une lettre B, et il va l'afficher à 2 fois la fréquence, et c'est pour ça qu'on l'a en version un peu plus étroite. Et comme le bit shifter, en fait, ce qu'il fait, c'est pas juste un shift, c'est une rotation, et ben c'est pour ça que la lettre se répète. Voilà, ça c'est le truc. Et donc le but du jeu, maintenant, pour moi, c'est d'arriver à écrire une émulation de ce machin-là. Donc en théorie, je le fais. Donc ce que vous voyez là, c'est le résultat d'une émulation. Et en pratique, je ne le fais pas encore complètement, parce que ça, c'est un autre résultat d'émulation, mais il n'est pas bon. Donc toute l'explication que je viens de vous donner, elle tient la route pour ceci, mais alors pour ceci, je n'ai pas encore d'explication. Et donc, ce qu'on a fait hier, et que je vais encore faire aujourd'hui, je regarde Cyril, c'est que j'ai fait donc, un système qui permet de déclencher pas mal de bugs. Et donc, je vais mesurer, je vais regarder l'écran pour voir comment il fait comment le bug apparaît. Parce que quand j'essaye de m'expliquer le bug avec juste le hardware, j'y arrive pas. Donc, j'arrive pas à reproduire, ça marche pas. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe et je n'ai pas encore trouvé quoi. Donc, par exemple, ici, bon, c'est très tordu parce que la photo était un peu dévolée, mais ce qu'on voit, c'est que normalement, ce que vous devriez avoir, c'est ce schéma, cette petite diagonale, suivie de elle-même exactement pareil, suivie de la bande ici. Et on voit qu'en fait, pareil, ici, on a une bande et puis on a une autre bande, mais vous voyez, il y a un pixel sur deux et tout, donc il s'est passé des trucs. Il y a la question, le casse-tête. J'ai déjà passé 3 semaines à essayer de deviner, je ne suis pas arrivé, ça m'a crevé. Le casse-tête, c'est et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça fait ça. Et alors ici, on a aussi un truc marrant, c'est que typiquement, le machin change de couleur, c'est pas pour ça. Et donc, c'est un peu la prise de tête, c'est même carrément la prise de tête, et donc j'espère qu'avec les nouvelles photos, j'y arriverai. Voilà, donc quand j'ai fait tout ça, si ça marche, là, à mon avis, on est au maximum de l'émulation. Enfin, après, il ne faut jamais dire, mais... Et ça, personne ne le fait encore pour le moment dans les émulateurs, je pense. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun qui le fait. Et donc, le but du jeu, c'est d'être premier sur la balle. Voilà, ça, c'était pour le graphisme. Oui, alors après, il y a des trucs assez marrants du point de vue du décodage composite. Parce que, en fait, c'est assez intensif au niveau des calculs, le décodage composite, parce qu'il y a donc, il faut faire des opérations de filtrage de signal, et ça bouffe une quantité monstrueuse de multiplication. Donc aujourd'hui, j'ai un système que j'arrive à faire fonctionner en temps réel. Donc ça, je suis assez content, mais comme vous avez vu, il y avait des résultats sont un peu tard. Et donc, j'hésite avec une autre formule mathématique. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle un filtre Kaiser. Et demain, je vais probablement tester autre chose, un truc qui s'appelle Sinus Cardinal Anne, et c'est d'autres formules. Si vous voulez, je vous les montre. Mais voilà, je peux vous les refaire aussi. Si j'ai le temps, j'y arrive. Mais bon, je ne veux pas vous... Enfin voilà, il faut se manger ça. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Ça a l'air un peu compliqué, mais donc en gros,
Ça, c'est la formule du signal que vous recevez. Et donc, pour ceux qui savent que dans le signal composite, il y a un signal Y, un signal I et un signal Q, ben, en fait, le I et le Q, ils sont mis, comme on dit, en quadrature de phase. Et il faut les décomposer. Alors après, on fait des petites multiplications, des machins. C'est assez rigolo quand on aime bien les maths. Mais c'est pas là le problème, en fait. Ça, c'est la théorie, c'est facile. Ce qui est super compliqué, c'est les filtres, parce qu'on doit après filtrer, donc pour séparer les signaux, en fait, c'est ce que cette équation-là nous dit. C'est que le signal qui m'intéresse, c'est celui-là, et j'ai deux autres signaux à 4 fois la fréquence, ici et là, et c'est ceux-là que je veux filtrer, en fait. Donc, vous devez faire du filtrage, et le problème des filtres, c'est qu'ils sont faits pour travailler sur un signal pas trop pathologique, c'est-à-dire un signal où il n'y a pas de transition à vitesse infinie. Donc, un signal, vous voyez tous ce que c'est un sinus, ça fait comme ça, donc c'est une transition, ça monte doucement, et ça descend doucement, ça monte doucement. L'Apple, il fait exactement pas ça. Il fait, je suis à 0, et puis d'un coup, je suis à 1, puis je retombe, et donc ces transitions infinies, à vitesse infinie, à dérivé, ces machins-là, ça perturbe très fort les filtres. Donc c'est ça qui est compliqué. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste en traitement de signal. Donc s'il y en a un ici dans la salle qui s'y connaît, qui pourrait m'expliquer. Parce qu'après, ce qui est marrant, vous regardez la théorie de ces machins-là, ils se ressemblent tous, en fait, les signaux. À quelques valeurs près, c'est tous les mêmes, mais ils n'ont pas du tout les mêmes effets. Bon, voilà. Alors, il y a encore un truc rigolo, et puis j'arrête avec ça. C'est que quand on s'amuse à générer toutes les couleurs que le hardware est censé générer, en fait, on voit qu'elles sont groupées. Vous voyez, ça fait des petits paquets, comme ça. Donc ça veut dire du point de vue de l'émulation que je ne suis pas en fait techniquement obligé de faire toutes les couleurs, je pourrais très bien les regrouper. Et ça me donne en fait une piste dans mes calculs pour optimiser les choses. Donc, plutôt que d'être précis et de calculer tout, je pourrais très bien me permettre une imprécision en ramenant chaque paquet de pixels chaque paquet ici de couleurs. Donc ce que vous voyez, je n'ai pas dit, chaque point c'est une des couleurs possibles dans l'émulation, donc que l'émulateur est capable de sortir. Et donc, c'est les composantes rouge, vert, bleu, je me suis dit, c'est pas très malin. Et donc, ça, c'est l'ensemble des couleurs possibles. Et donc, ce truc, quand je vois ça, je me dis, ah ok, je génère probablement trop de couleurs, donc au niveau de l'information que je génère, je suis trop détaillé, ça sert probablement à rien. Donc, si je peux générer moins d'informations, ça veut dire qu'au final, je peux aller plus vite, quoi, simplement en générant moins. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus malin dans la génération. Et ça, c'est pour un peu plus tard. Bon, voilà. Avec ça, quand j'aurai fini, et je suppose dans pas trop longtemps, si j'arrive à deviner le fameux truc, là, sur l'affichage, on sera au maximum. L'autre truc que j'avais envie de bien connaître, comme j'avais dit au début, j'avais envie de pirater des jeux, mais à l'âge où j'étais à ce temps-là, j'étais incapable de faire ça. Donc je m'étais dit, ça va être l'occasion d'apprendre à qu'est-ce que c'est les protections sur Apple. Donc, encore une fois, ici, j'ai pris une approche un peu maximaliste. Donc, j'ai dit, je vais émuler le truc complet, comme ça, c'est tranquille. Et en fait, ce n'est pas une approche d'extrémiste de faire ça. Ce que j'ai remarqué, je ne vous ai pas dit, mais en fait, plus on se rapproche du hardware, en fait, plus le code qu'on écrit est en phase avec les explications qu'on trouve dans les bouquins de référence. Parce que les bouquins de référence décrivent le hardware tel qu'il est. Et donc, quand on le code en fait tel qu'il est, ça devient assez facile de mettre les choses en relation. Quand on ne fait pas comme ça, on prend des raccourcis, alors on a un code avec plein de hacks dedans, des if, des else, ouais, si c'est comme ça, je bidouille un truc. Et alors on se retrouve avec une armée de bidouilles, le code devient lisible. Alors ça marche, c'est sûr, mais quelque part, c'est pas élégant. Et donc pour le floppy, comme j'avais un peu appris la leçon avec les autres trucs avant, je me suis dit, go, je vais le faire bien du premier coup. Donc, pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux comme moi qui devinent, le floppy est composé, le contrôleur du floppy, il est composé de deux gros paquets. Donc, il y a le premier, c'est ce machin Gammon Barbare, LM3470. Donc ça fait quoi? Vous avez votre disquette, dessus il y a un signal analogique qui est bruité, pas bruité, mauvaise qualité, bonne qualité, voilà. Et donc le premier truc que l'Apple va faire, non, je dis pas ça. Bonjour. Donc le premier truc que ce chip-là fait, en fait, c'est qu'il va lire ce signal et il va essayer de repérer une
information 0 et ce qui est une information 1. Alors, il est assez malin, et puis des fois, il déconne. Et ce déconnage, c'est la source d'un système. C'est mis à profit par les gens qui font des protections de disques. Donc le déconnage, c'est quoi? C'est que ce LM3470, en fait, s'attend soit à avoir des 0, soit à avoir des 1. Et quand il entend 0 pendant un peu trop longtemps, il se dit peut-être j'écoute pas assez bien. J'ai trop de 0, c'est bizarre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il commence à amplifier le signal qu'il dit, en se disant peut-être que ça marchait pas très bien, donc je dois un peu amplifier pour mieux entendre les 1. Mais s'il est laissé comme ça, avec trop de 0 trop longtemps, il finit par suramplifier, et il commence à amplifier le bruit, et il commence donc à créer des 1 là où il n'y en avait pas. Et donc c'est un système de protection qui est utilisé, surtout dans quelques jeux. Comment ils font? Ils font une disquette avec plein de zéros. Donc le LM3470, quand il lit la disquette, qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien, il se met à amplifier rien, il commence à faire des bits aléatoires, et la protection, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire la piste, une fois, elle note, qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu un 1, je relis une fois, je vois un 0, parce que le truc commence à fonctionner aléatoire, et donc, aléatoirement, pardon. Et donc, ce qu'il essaye de faire, ce que la protection vérifie, c'est que si elle lit plusieurs fois le même secteur, elle va avoir de l'aléatoire. Vous voyez? Et donc, avec ça, il s'est dit, je suis sur une disquette qui a effectivement les bits pas comme il faut. Et pourquoi ça constitue ça une protection contre la copie? Parce qu'un copieur, il ne sait pas générer ces machins-là. En fait, le hardware ne le laissera pas faire. Donc, c'est un truc incopiable, ça. Et voilà. Et donc, ça, c'est un des machins que si vous voulez que ça se passe bien, il faut émuler ce petit chip proprement. Ça, c'est un des premiers niveaux d'émulation. Quand vous avez ça, il y a le second niveau. Donc là, je vous ai dit, on a des 0 et des 1, mais l'Apple ne travaille pas avec des 0 et des 1, il travaille avec des nibbles. C'est pas juste la génétique, ça donne pas des nibbles. Et donc les nibbles, c'est quoi? C'est des petits paquets de 7 bits. Et le boulot de ce chip-là, c'est de prendre ce qui arrive de celui-ci et de transformer ça en petits paquets de bits. Voilà, ça, c'est son job. Et lui, pareil, il peut être un peu exploité pour des protections. En faisant en sorte de... Donc lui, il s'attend à avoir des bits dans un certain... il faut un flux de bits, on va dire, dans un certain ordre. Et donc, si on le laisse faire, il va avoir ces choses-là. Et de temps en temps, ce que les protections font, c'est qu'ils mettent un gros coup de pied dans ce machin-là pour l'obliger à redémarrer sa lecture. Donc ça équivaut à décaler de quelques bits le flux de lecture. Et donc, ça perturbe la lecture et ça permet d'avoir aussi des secteurs qui sont un petit peu décalés dans l'ordre de lecture. Au lieu de voir le secteur à un temps T, il va le voir à un temps T plus un bit ou deux. Et ça aussi, c'est vraiment très emmerdant pour les copieurs. Donc pareil, si on veut émuler ce truc-là correctement, il faut y passer un peu de temps, c'est pas très compliqué, mais enfin, voilà. Et donc quand vous avez tout ça, vous émulez déjà 99% des jeux. Mais c'est pas encore tout. Parce que au-dessus de ça, vous savez qu'il y a une tête de lecture, un floppy, qui se déplace sur le floppy. Et donc, cette tête de lecture se déplace de piste en piste, mais il y a des petits... et ce qui se passe, c'est que le moteur pas à pas qui fait ce déplacement, il a besoin en fait de 2 coups pour arriver sur une piste. Donc, ça veut dire que là où conceptuellement on voit qu'il y a une piste, 2 pistes, 3 pistes, en fait, techniquement, ce qu'il y a, c'est une piste, la piste et demie, deuxième piste et demie, troisième piste, vous voyez, il y a des pistes. Et donc, évidemment, il y a des petits malins qui se sont dit, on va arrêter le stepper, donc le moteur par en plein milieu de la piste, et on va faire des disquettes où c'est pas une piste, mais c'est une piste, une demi-piste, et puis on recommence. Et ça aussi, ça rend fou les copieurs. Et donc, avec ça, il y a encore plusieurs jeux qu'on arrive à émuler, qu'on n'arriverait pas à émuler. Et donc là, vous êtes à 99%, donc je ne sais pas combien. Et alors, il y a des petits malins qui vont encore plus loin, donc qui ont compris qu'on peut faire des quarts de piste. Donc là, il s'agit de coincer le moteur entre 2 états. Donc pour voir le moteur, en fait, c'est un truc avec un rotor et un stator. Et donc, il y a moyen, en étant malin, de mettre le rotor entre 2 états. Et donc là, ils font des quarts de piste. Et là, ça devient complètement sauvage pour la copie. Pareil. Donc, j'ai dû émuler ça, donc ça, je le fais maintenant. Donc, les quarts de piste, les machins. Vous avez aussi ce qu'ils appellent le cross-track, ça s'est expliqué en long en large chez les gens qui font les fichiers WOS. Donc ce qu'ils font, c'est qu'on commence à lire une piste, et puis en plein milieu de la piste, on déplace la tête de lecture, et on s'attend à tomber à un autre endroit
sur la seconde piste sur laquelle on vient d'arriver. Donc, il faut être très précis dans l'émulation du changement de piste. Voilà, donc avec tout ça, j'émule pour le moment, à mon avis, pratiquement tous les jeux. Moi, j'en connais que 2 ou 3 qui passent pas le cap. Mais j'aimerais bien aller encore un petit peu plus loin. Donc déjà, il faudra que je trouve pourquoi ça n'émule pas les qui vont. Mais normalement, avec ça, on est capable déjà de tout faire. Mais mon objectif un peu à plus long terme, c'est d'émuler alors vraiment le signal magnétique de la disquette. Donc, les signaux magnétiques, on les a. Ils sont dans les fichiers qui sont capturés par le software Pulse Source. C'est les fichiers A2R. Et donc l'idée, ce serait vraiment de refaire l'émulation à ce niveau-là. Parce que quand je suis à ce niveau-là, je sais qu'en fait, je suis au maximum. Il n'y a plus rien à faire. Quand on a fini ça, c'est bon. Quoi. Et en plus, là, il y a un petit challenge que moi j'aime bien. J'ai déjà dit à plein de gens, je viens de finir une formation assez solide en mathématiques. Et donc, moi j'aimerais bien faire un peu aussi le traitement de signal du flux magnétique. Voilà. Donc, quand vous avez tout ça, ça devient tout doucement intéressant. Donc, moi, l'objectif maintenant, c'est de finaliser tout l'aspect graphique parce que voilà, j'ai des prototypes dans tous les sens, mais j'ai encore rien qui marche vraiment. C'est de finaliser les 2-3 bidouilles de protection pour être sûr que ça passe vraiment après avec tous les jeux. Maintenant, les systèmes de protection, il y en a des centaines, ils sont tous différents. Il ne faut pas être trop prétentieux avec ça. Il y aura sûrement un truc quelque part qui va être malin, qui va faire en sorte que ça déconne. Par exemple, je vois régulièrement des gens qui postent des trucs d'émulation en disant oui, donc ce jeu, j'arrive à l'émuler à condition que je retarde d'un milliardième de seconde mon truc de lecture. Et donc, en fait, ils y arrivent, mais il faut chaque fois donner un petit coup dans la machine. Donc ça veut dire que quelque part, l'émulation n'est pas 100% correcte ou que le système qui fait l'image n'est pas 100% correct non plus. Et ça, je ne sais pas dire aujourd'hui si moi, ça déconne parce que je ne suis pas assez précis, si c'est les autres qui le sont. Donc voilà. Ouais. Encore une fois, je crois que le truc le plus important que je retiens moi, dans cette histoire, c'est que c'est archi compliqué. Donc au début, on le fait pour s'amuser. Alors on a une phase de ouais, j'avance vite, j'ai des résultats. Puis après, on a une phase où on a envie de battre Aldo-Reset, alors on est motivé, ça va. Et puis après, on arrive au bug que personne n'a jamais fait. Et là, c'est là que ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Parce que, en fait, c'est pas en regardant les schémas que subitement la réalité apparaît. J'ai beau relire, donc il y a un bouquin qui est Understanding the Apple 2 ou Apple 2E, qui est vraiment la Bible, donc il y a des pages et des pages d'explications. Ce truc-là, je l'ai déjà lu en long, en large, en travers. Et les choses n'apparaissent pas à la lecture, donc il faut deviner. Et donc c'est assez compliqué. Et enfin, donc là, j'en ai pas parlé, donc je fais aussi l'émulation du son. Mais le dernier truc que j'aimerais vraiment, vraiment faire, et c'était aussi un des facteurs qui m'a lancé là-dedans, c'est d'émuler correctement le son de l'Apple. Vous savez que c'est un speaker, que c'est assez millissime comme hardware pour faire du son. Mais justement, ce qui se passe, c'est que du fait de ces déficits, entre guillemets, du speaker de l'Apple, il a une espèce de couleur sonore qui est, moi je trouve, absolument inratable quand on entend. Il y a un bip, alors c'est une certaine fréquence, mais du fait qu'il est dans sa boîte, il a je veux dire, une enveloppe sonore très particulière. En tout cas, moi, de mes souvenirs d'enfant, il y a un bip et c'est ce bip-là et c'est pas un bip. Et donc, le but du jeu ici, ce serait d'arriver à remodéliser cette mauvaise qualité, entre guillemets, pour faire le son, le vrai son original. Et par ailleurs aussi, il y a les émulateurs ont pour le moment beaucoup de mal à émuler certains sons. Donc il y a des gens qui font un système musical où, bon, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais qu'il y a une histoire de fréquence portante, et puis sur cette fréquence, ils font une modulation, et c'est ça qui produit le son. Et les systèmes qui font ce son-là ne sont pas très bien émulés par Apple et tout ça. Ça ne marche pas super bien. Tout ce qui est digitalisation de voix aussi, le son est assez pourri. Mais quand on l'entend sur un vrai Apple, il n'est pas si pourri que ça, en fait. C'est sur les émulateurs. Et donc, voilà, je me dis que là, il y a un truc à faire que personne n'en fait. Mais bon, encore une fois, c'est facile de dire qu'on a envie, mais c'est mieux de le faire pour du vrai.
Ouais, voilà. Et donc quand j'aurais fait tout ça, ben, ouais, j'aurais eu plus ou moins mission accomplie. Donc moi, j'ai pas pour ambition d'émuler tout le hardware, tout ce que là, je vous vois, tout le monde débarque avec. J'ai une carte ci, j'ai une carte ça, j'ai une carte retenue. À mon Apple, c'est la version machin, c'est la post de 1986. C'est c'est tout much, quoi. Donc, ouais, j'ai quelques petits challenges là. C'est plutôt ceux où il y a des maths qui m'intéressent. Mais pour arriver à ça, ben, je me suis un peu perdu, j'ai fait des trucs plus en détail à certains moments. Parce que, évidemment, quand on a 99% des jeux, des tests que moi je fais, là, j'ai une batterie de tests, j'ai 99,9 qui marche, alors évidemment on dit, bon, allez, c'est 3 fois rien, je vais finir le dernier dixième de pourcent, et c'est là que tout part en sucette, et que bien, donc ça m'est arrivé une fois, qu'on comprend qu'en fait, toute l'architecture qu'on a pensée pour faire l'émulation, en fait, elle est juste pas capable d'émuler certains trucs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On efface tout et on recommence. Donc, j'ai déjà réécrit 2 ou 3 fois le floppy et 2 ou 3 fois l'affichage composite. Donc, il y a un moment donné où ça arrive, quoi. Donc, je m'arrêterai à composite, à faire une bonne émulation floppy, histoire que ce soit fini, et une bonne émulation du son. Et je crois que, voilà, avec ça, ce sera déjà pas mal. Et si vraiment, vraiment, j'ai très envie, j'aimerais bien refaire en sorte que l'émulateur soit capable de faire tourner en séquence tous les jeux qu'on a. Donc on download Asimov, je démarre tous les jeux. Après, il faudra faire un truc assez malin euh, pour arriver à savoir quand il doit taper sur Enter pour passer l'écran du pirate. Machin. Mais voilà, ça pourrait être sympa. Quoi. Et si vraiment il y en a qui ont le temps pour y refaire tous les jeux, jouer tous. Donc on ferait la vidéo la plus longue sur YouTube. 1600 heures de jeu Apple, ça n'intéresse personne. Mais pour moi, on a peut-être une chance d'aller au Guinness. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ceux qui ont entendu la conversation hier, j'ai oublié un truc. Voilà, ça a été un peu vite, j'avais du mal avec les idées au début. Mais... On va comparer les deux idées. Ouais, ouais, je pense que j'ai dit plus ou moins la même chose. Et les choses où j'ai dit des trucs, si vous voyez des différences, c'est que c'est pas clair pour moi. Donc ce sera un bon outil de détection de bugs, quoi. Voilà. Bon. Après, je suis assez content, il y a des gens assez gentils pour tester l'émulateur de temps en temps. Puis maintenant qu'il commence à fonctionner, ça vaut vraiment la peine de faire un test, parce que tester un truc qui marche pas, c'est pas très amusant. Donc voilà. Et puis l'intérêt avec Rust, c'est qu'il tourne sur... donc moi, je fais partie des gens ici m'ont aidé, et l'on peut fonctionner sans problème sur Apple. Ce serait marrant, remarque, faire tourner l'émulateur sur Apple. Donc sur Mac, sur PC, Linux, Windows, quelqu'un, je ne sais pas qui a fait sur Raspberry. C'est pas toi, Christophe? Non. Ah, sur. Donc voilà. Donc si vous voulez écrire un émulateur, vous pouvez le faire, mais il faut vous attendre et passer quand même un peu de temps encore. C'est assez chaud. Mais bon. Après, moi, quand c'est trop facile, ça ne m'intéresse pas, mais après, souvent, je me rends compte que c'est trop difficile. Alors, voilà, il faut trouver un équilibre entre prétention et capacité. Voilà. Si vous avez des questions. Ah, des questions. Je comprends quand tu programmes ça, par contre, comment c'est comment une structure de truc. Parce que tu prends chaque circuit intégré. Ah non, alors j'ai eu la même question hier. Ça, c'est marrant parce que pour moi, je ne me suis jamais posé la question. Donc moi, le but, c'est faut que ça tourne. Peu, n'importe comment, je veux un résultat. Et donc, en gros, ce que j'ai pris un jeu une fois, j'ai dit, ok, alors je fais en sorte que ça marche. Donc ce jeu boot, fabuleux, c'est bon. Hein, quand j'appuie sur une touche, il explose, c'est pas bon. Et je recommence. Et donc, en fait, l'effet de bord de ce truc, c'est que, in fine, quand quelqu'un m'a demandé hier, oui, mais c'est quel Apple que tu émules? En fait, j'en sais rien du tout. C'est un truc qui est de briques et de broc, un peu de plus, un peu de j'en ai pas la moindre idée. Quoi. En fait, moi, tout ce qui me guide, c'est. Donc, j'ai des tests, en fait. Voilà, j'ai 150 jeux que je vais faire tourner, je les teste tous, ça marche ou ça marche pas. En premier jeu, tu as voulu faire tourner. Ouais. Donc, la première ligne de code que tu sors, elle consiste à faire quoi? À dérouler la procédure de boot d'un Apple II. Ah oui, donc c'est ce que je disais au début. Donc j'avais une espèce de pré-émulateur, un truc vraiment. Il ne reste plus rien du code initial.
Et donc le but du jeu, c'était d'avoir Apple II qui s'écrit voilà. Et donc, évidemment, ça ne marchait pas. Donc j'ai tracé mon exécution. Donc j'ai enregistré toutes les instructions que l'ordinateur faisait pendant les 2 dernières secondes, je sais plus loin, donc ça fait des millions, quoi. Enfin pas des millions, ça fait plus ou moins 300 000, 400 000, quoi. J'ai fait la même chose avec un autre émulateur, et puis je regardais la différence, et quand c'était différent, je regardais mon émulateur, et je disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est un bizarre comme check, c'était juste avant un autre machin, et puis voilà, bon an, mal an, j'aurais pas pu faire cet exercice-là si ça avait duré 3 mois, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les endroits où ça plantait étaient très réduits, donc j'ai assez vite compris ce qui ne marchait pas, et donc je crois que j'ai dû m'y reprendre 3 ou 4 fois. Bon, ça m'a pris 3-4 semaines, mais ça a planté en fait sur 3 ou 4 écueils différents. Et c'est là que j'ai un peu dû comprendre ce qui se passait. Et donc typiquement, en fait, ce qui ne marchait pas, c'est la gestion de la mémoire. Donc l'émulateur que j'avais reçu émulait la mémoire n'importe comment, ou en tout cas de manière très limitée. Je ne vais pas dire qu'il ne faisait pas bien son boulot, hein, c'est pas prétentieux. Donc c'est ça qui ne marchait pas. Et donc j'ai regardé l'émulateur Samus, qui lui marchait mieux, mais je ne comprenais rien, donc je ne pouvais pas le refaire. Donc j'ai quand même dû manger la documentation, j'ai compris comment tous ces flags de mémoire auxiliaire, il faut mémoire pas auxiliaire, tout ça est affreusement compliqué, enfin je trouvais que c'était n'importe quoi. Et donc voilà. Donc quand j'ai eu ça, alors là, magie, ça a marché. Puis le floppy, pareil, donc j'avais une émulation vraiment super simpliste du floppy. Et donc là, step by step, j'ai relu toute la doc et tout. Parce que, comme j'ai déjà dit, s'inspirer d'autres choses, comme par exemple le code des autres, ça ne sert à rien, parce que les mecs, ils ont tout codé, ils n'ont pas mis de commentaires, ou alors des commentaires genre cette ligne de code, je ne suis pas très sûr de ce que je fais. Okay. Et voilà, et donc j'ai quand même dû le faire, quoi. Et en fait, il y a des traces, si jamais ça vous intéresse, donc sur le repository où je mets Apple, j'ai des feuilles de, donc, je ne sais pas si vous connaissez IPython, je peux vous montrer. Vous connaissez IPython? Ah bah, ça vaut le coup que je vous fasse passer poireauter 2 secondes de temps de le démarrer. Ouais, parce que voilà, donc c'est des trucs que j'ai appris. Il y a plein de gens qui font ça, mais c'est vraiment super donc, pour réfléchir. Donc je vais vous montrer. C'est où? C'est là. Donc c'est dans... Oui, alors honte sur moi, j'arrête pas de revendiquer sur Internet que les logiciels libres, c'est ça qui est bien et tout. Et il y a 3 semaines, j'ai utilisé la version open source de VS. Enfin, il est open source, mais une version débridée de VS Code. Et j'étais un peu bluffé, le truc marche tellement bien que je continue d'utiliser, honte sur moi. Donc, tous mes grands principes politico, machin, je dois reconnaître qu'il faut savoir vivre avec ses incohérences de temps en temps. Donc, additionnel, AGA, voilà, composite, là, j'ai ici, même floppy. Donc, qu'est-ce que c'est IPython? On appelle ça maintenant Jupyter, ça a changé de nom. Donc, en fait, c'est un truc, c'est vraiment génial. C'est une idée qui remonte à, je ne sais pas si vous connaissez le littéral programming de Donald Knuth. Donc, Knuth, c'est un mec, à mon avis, toi, tu connais. Pour moi, c'est un demi-dieu. Donc, c'est un type qui a vraiment fait beaucoup de recherches en informatique. Il est vieux maintenant, il doit avoir bien 80 balais passés largement. Donc, c'est un type qui a beaucoup réfléchi à l'informatique. C'est un type suffisamment malin pour se pointer dans une unité 1 fois par an et dire aujourd'hui, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je vous réponds. Il faut quand même le faire. Donc, chaque année, dans son université, je ne sais plus laquelle, il se pointe, voilà, il dit ouais, c'est la journée où je réponds à toutes les questions. Ouais, je trouve qu'il faut quand même l'avoir. Et c'est aussi un type qui a écrit des bouquins où il vous décrit des algorithmes. Donc, c'est des bouquins, ça va d'introduction à un sujet de recherche, doctorat, quoi. Donc, c'est très, très, très solide. Donc, ça s'appelle The Art of Computer Programming. On en a écrit plusieurs. Et c'est le seul mec qui a dit si vous trouvez une faute, je vous paye $1. Si vous trouvez 2 fautes, je vous paye $2. Si vous trouvez une 3e faute, ce sera 4. Une 4e, c'est 8. Exponentielle. Il faut quand même être solidement sûr de son coup pour faire un truc pareil. Enfin bon, c'était la partie Donald Knuth. Donald Knuth, K-N-U-T-H. Un type fantastique. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que donc Rust, c'est bien sympathique, mais c'est un temps de compilation juste monstrueux, en tout cas sur mon PC à la maison, qui est un vieux PC. Donc je fais tous mes prototypes avec ça.
Et donc, ça vous permet d'entrelacer, en fait, c'est ça le truc génial, c'est tout con, mais c'est génial, du texte et du code. Et donc, en fait, toutes mes recherches, je les fais avec ça. Donc, si vous lisez ces machins-là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous pouvez aussi mettre des graphiques. Donc là, c'est quand j'étudiais le signal de Bitcopy et la production du bit. Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai fait des petits charts pour savoir où je suis. Donc, voilà. Je fais aussi des explications quand il y en a. Voilà. Un église, donc voilà. Donc, je m'explique à moi-même en fait ce que je fais, et donc j'ai un fichier comme ça pour la copie, et j'en ai un comme ça pour le composite aussi, où j'explique les formules et tout. Voilà. Moi je le fais pour moi, je ne le fais pas pour... si vous voulez, vous pouvez. D'ailleurs c'est en franglais, c'est pas toujours heureux. Je ne sais plus pourquoi je suis venu là-dessus. Donc c'est comme ça que je fais, je réfléchis, je teste des trucs, des machins. Donc en fait mon émulateur il a été écrit aussi en partie en Python en fait avant j'ai écrit plein de prototypes avec ça. Pour la bonne et simple raison, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce truc, donc je dois être efficace. Tout est bon pour gagner du temps. Donc Python, je vous recommande chaudement d'utiliser ce truc-là pour quand on doit faire un peu de brainstorming. Et surtout, ce qui est marrant, attends, je peux vous montrer, comme ça vous comprendrez peut-être un tout petit peu mieux le graphique que je vous ai montré avant, parce qu'il est, j'espère qu'il est encore dedans. Sinon... Ah oui, et donc, une fois qu'on a mis son code et son machin, le truc vraiment intéressant, c'est qu'on peut lui demander de tout exécuter. Je ne sais plus, je ne vois pas mon exécuteur, je sais pas où il est. Bon. Je n'avais pas prévu de vous le montrer. Donc, je demande 2 secondes, le temps de retrouver ma joie. Je ne les retrouvais pas. Tant pis, ce sera pour une fois. Peut-être si on a de la chance, le truc est encore dedans. Vous voyez, donc là c'est les résultats de mes traitements d'image, voilà, des documentations, tout ce que je vous explique là, c'est solidement documenté. Là je me suis amusé à compter le nombre de pixels, c'est pour ça que je mets des repères, c'est pour arriver à compter, parce que les photos ne sont pas toujours top. Enfin, c'est un truc de ouf quand on y pense. Mais, je sais pas, c'est passionnant en même temps. Alors, on a plein d'explications, mais j'ai plus mon beau schéma 3D, c'est dommage. Tant pis. Voilà, je l'avais pas. Donc c'est comme ça que je travaille. Donc, je fais plein de prototypes en Python. Quand ça commence à tourner en Python, je les porte en Rust. Parce que bon, je ne vous ai pas dit, les Rust, donc c'est vraiment super pour l'émulation. Mais si vous voulez vous y mettre, accrochez, parce que c'est un langage qui vous frappe dessus, quoi, clairement. Donc Rust, en gros, il va regarder votre programme, il va dire, moi je crois que ton programme, c'est possible, il y a une chance sur 1 milliard, mais c'est possible que là, tu aies un problème. Du coup, je ne compile pas. Voilà. Et donc, c'est bien ça le problème, c'est une chance sur 1 milliard. Pour les bugs que tout le monde voit et sait que ça va arriver, on est d'accord de corriger. Mais pour un truc qui se produit une fois sur 1 milliard, qui demande que vous repensiez complètement l'architecture du code pour que ça se prenne plus, là, vous trouvez un peu que ça a exagéré, quoi. Et donc, c'est le problème de Rust, c'est qu'il n'a pas de juste milieu, quoi. Rust, c'est je démontre mathématiquement que ton programme n'a pas ce type de problème, ok, c'est bon, et si pour une demi-raison, je n'arrive pas à le prouver, c'est j'arrête tout, quoi. Il n'y a pas de oui, non, c'est bon, on va discuter. Non, tu ne peux pas lui dire, ça fait pas chier. Non. Alors si, en fait, techniquement, on peut le faire, mais bon, c'est pas très intéressant parce que, évidemment, une fois qu'il vous a mis la puce à l'oreille, vous vous dites, tiens, mais pourquoi diable? Et alors, c'est l'autre problème, c'est que parfois, les messages d'erreur sont assez cryptiques. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez faire un bond en avant dans la programmation, ou en tout cas, pas faire un bond en avant parce qu'il n'y a pas vraiment de direction, il y a plein de langages de programmation différents, mais celui-là va vous faire réfléchir comme vous n'avez probablement jamais réfléchi à votre code, quoi. Ça, c'est garanti, quoi. Et c'est assez solide. Il y a peu de langages qui produisent cet effet-là. Moi, dans ma vie, j'ai un autre, peut-être vous connaissez, c'est Scheme. Scheme, qui est une espèce de Lisp. Lisp, vous connaissez peut-être Lisp. Voilà. Bon, ben, Scheme, c'est une sorte de Lisp un peu plus pure, donc il est plus orienté dans les concepts. Et quand vous commencez à faire du Scheme, ben, pareil, quoi. Vous ne voyez plus la programmation de la même façon. Moi, Scheme, c'est ce qui m'a fait passer de je bidouille des trucs à je programme vraiment des trucs. J'ai vraiment compris des systèmes. Donc Rust, c'est pareil, c'est un peu traumatisant. On ne sait pas trop bien pourquoi il est si méchant.
Mais en retour, j'ai pas de problème de gestion de mémoire, donc j'ai pas des pointeurs qui finissent par balader partout et qui me crachent parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des programmes, mais quand vous faites des machins comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le machin tourne pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, on ne sait pas pourquoi il s'arrête. Voilà, ça c'est la merde. Ce genre de truc arrive beaucoup moins souvent quand on programme avec Rust parce qu'il vous empêche toute une flopée de trucs. Idem pour le multithreading, ça vous enlève plein de problèmes. Mais le prix à payer, c'est qu'il faut rentrer dans l'optique Rust et il n'y a aucun manuel qui vous dit voilà l'optique Rust. En fait, vous l'apprenez à force de vous faire taper dessus par les compilateurs. Donc, c'est un peu chinois comme méthode. Donc les arts martiaux chinois, vous savez, le professeur ne vous explique pas. Vous allez, vous faites taper dessus jusqu'à ce que ça, c'est mon prof de tai chi. Mais voilà. Ouais. Et l'autre truc aussi, ça très satisfaisant avec Rust, en tout cas moi j'avais plus fait de programmation avec des compilateurs depuis longtemps. Et la qualité de compilation est juste bluffante. Donc le machin, moi je le charge. Donc là par exemple, je fais l'émulation à 1 MHz, donc il faut déjà émuler 1 million d'opérations, déjà pas mal. Mais pour le floppy, pour que ce soit précis, il faut descendre à 2 MHz. Donc là, je viens de doubler la quantité de calcul que je fais par image, quoi. Et le truc, il a digéré ça, pas de problème. Je m'attendais à ce que la compilation commence à paniquer un petit peu, et pas du tout. Donc c'est très bien. Il y a des raisons pour lesquelles ce langage commence à être un peu populaire. En fait, c'est pas juste parce qu'il utilise plein de termes très sophistiqués pour vous expliquer c'est quoi un type et des machins comme ça. C'est vraiment ça. Donc voilà, mission accomplie, j'ai un peu appris. Je suis loin de connaître tout, il y a encore plein de sujets très obscurs. S'il y en a d'entre vous qui peuvent expliquer les lifetimes, je serais super content parce que honnêtement, j'y pige que dalle, mais vraiment que dalle. Je ne comprends même pas l'explication, je n'ai pas encore compris à quoi ça sert. Je l'ai lu 3 fois, les mecs expliquent, oui, voilà. Oui, Rust, c'était pas un langage facile. Je ne le savais pas, encore une fois. Moi, je ne me suis pas dit, attaquons-nous un truc vraiment solide. Je me suis dit, ouais, ça va être rigolo, et comme d'habitude, l'éliminateur, c'était pareil. Moi, je me suis dit, ouais, ça va être torché en 6 mois. Tracasse, je regardais un peu le code d'Apple-Wing. Ouais, il y a un peu des maths pour le composite, ouais, ça ne va pas poser de problème. Ben non, c'est pas comme ça que ça va. Voilà. Donc, si vous voulez faire un éliminateur, je serais plus heureux de vous filer mon code. Vous n'en faites pas avec vous, je vois qu'il y a... Ouais, en parlant de structure justement de ton code, Oui. Dans la mesure où tu essaies d'émuler le matériel, oui. Je suppose que tu as tout un tas de structures de matériel émulées par exemple de multithreading. Et donc tu as un séquenceur dans tout ça qui va ordonnancer ou non, justement. Alors ça, après, c'est le gros débat dans les émulateurs. Soit effectivement, on fait une machine... parce que fondamentalement, en fait, il y a des trucs qui sont réellement... on peut expliquer autrement. Le processeur fonctionne à 1 MHz, donc c'est une vraie horloge. Là, on sait dans quel ordre vont les choses. Mais quand on lit le floppy, c'était pas du tout apparent dans ma présentation, mais ce qui se passe, je n'ai pas insisté dessus, c'est que ce truc-là, ça donne des steps des puces de 1 microseconde. Ce que ce machin ne dit pas, c'est que la puce de 1 microseconde démarre à n'importe quel moment entre 2 microsecondes. Donc c'est pas 1, 0, 1, 0, c'est 1 à un certain moment. Donc ce qui se passe en fait ici, c'est qu'on a 2 bases de temps complètement indépendantes l'une de l'autre. Et donc là, effectivement, on pourrait se dire, ah mais vu que c'est indépendant, je pourrais très bien faire un truc en thread et tout. Mais alors le problème, c'est comment je réconcilie les 2 threads. Et là, ça devient très vite compliqué. Alors, c'est vrai que conceptuellement, on peut se dire qu'il y a des chips qui fonctionnent indépendamment les uns des autres, ou des chips qui communiquent quelque part avec des protocoles, donc je pourrais aussi, c'est des micro-protocoles, c'est des bus qui disent, toi c'est ton tour de parler, toi c'est ton tour. Mais alors, je pense que ce qui se passerait, c'est que on passerait énormément de temps à swapper de threads, et ça coûte un peu. Et aussi... au début de Rust, moi j'ai tout de suite commencé à faire des threads, je me dis ouais voilà, je vais faire mon code comme ça, et j'en ai tellement vu de toutes les couleurs pour arriver à ce que Rust accepte de compiler mon code, je dis c'est bon, finalement les threads non, c'est un peu compliqué, pour les pros, moi je vais faire un petit peu plus simple, donc tout est monobloc. Donc j'émule, donc
j'ai une boucle en fait dans mon truc qui tourne tous les millionièmes de seconde. Et donc j'ai vraiment j'ai une boucle, cette boucle tourne tous les millionièmes de seconde. Sur le temps plus court, de toute façon. Non, là, ici, j'ai un peu triché. Donc, la boucle est 1 millionième de seconde. Et à l'intérieur de cette boucle, j'appelle 2 fois le floppy qui doit lui être à 2 millionièmes de seconde. C'est approximatif, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Mais non, après, on va faire du petit trait et tout. En fait, ce que j'ai essayé de sortir, c'est les traitements qui ne sont pas liés vraiment à l'émulateur. Donc, par exemple, l'émulateur va faire l'onde sonore du speaker. Donc, il fait les impulsions qu'il envoie au speaker, et dans un trait d'appart, je récupère les impulsions et j'en fais un signal audio. C'est 3 fois rien comme traitement, mais un jour ce sera plus compliqué. Et donc ça, c'est fait dans un trait d'appart. Donc en fait, ce qui va arriver avec mon émulateur, probablement que si tu appuies sur une touche, il y a en fait un 50e de seconde d'écart entre le moment où tu as appuyé et la réponse que tu aurais vraiment sur un appel. Mais là, je m'en fous. Voilà, moi, tout ce qui m'intéressait, de toute façon, ces problèmes-là, ça reste des problèmes, quoi qu'on fasse. Il y aura toujours des délais, des machins, des trucs. Après, c'est assez bon. Mais je suis sûr que si on discute avec des gens, notamment, il y a un mec qui était hyper balèze, il est mort maintenant, il faisait un émulateur Nintendo, c'est un Biu, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait l'émulateur BSNES, et donc ce mec-là, donc lui, il avait un niveau de discussion encore au-dessus. Et donc, c'est le genre de gars qui aurait probablement des informations en disant ah non, non. Mais moi, je suis vraiment guidé par je veux que ça tourne, je veux tous les jeux qui marchent, ok. Après, je veux tous mes bugs, je veux mon composite. Et je ne suis pas tellement attaché à faire un émulateur Apple fidèle. En fait, c'est plutôt des micro-challenges qui, quand on les met bout à bout, on aboutit à quand même quelque chose qui marche très bien, mais moi, je n'ai pas. Après, je pourrais m'amuser. Hein. De toute façon, chaque chip séparément, la communication, le puce et tout. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on gagne en le faisant. Enfin, une super compréhension du système, en vrai, c'est garanti, mais qui va, moi, dans ma vie, ne va pas tellement me servir. Enfin, je peux mettre sur mon CV, mais je crois que je vais pas passer 15 minutes à expliquer pourquoi je l'ai fait. Les mecs vont m'attaquer comme ça. Hein, vous faites quoi exactement? Bah si, vous savez, votre grand-père, quand il jouait à des jeux vidéo, c'était ça. On voit verra. Oui, c'est ça. Et donc, moi c'est plutôt, il y a quelques challenges. Et maintenant, malheureusement, je suis arrivé à un niveau où je me dis, je peux faire des trucs que même Apple II ne sait pas faire. Donc, je vais essayer. Le mec, il bosse aussi, hein, qui réfléchit depuis que l'histoire des bugs d'affichage est née sur Internet. C'est il y a 3-4 mois que ce truc est... je sens qu'il y en a qui réfléchissent comme des sauvages pour être le premier à le faire. Voilà. Des autres questions encore? C'est bon, je vais épuiser tout le monde. Parce que je peux vous montrer encore plein de trucs. Hein. J'en ai des tonnes. Quoi. Mais bon, voilà. Et donc, je suis content, ça fait tourner mes démos à moi. Donc, je fais un peu ma promo. J'avais fait une démo avec un truc en 3D qui tourne, avec un X-Wing qui passe à l'écran. Comment? Ouais, je ne l'ai pas là. Ou alors elle est sur YouTube. Ah mais attends, on n'a pas YouTube ici. Bon, et donc là, c'était plutôt un gros exercice de compression. Et j'avais fait aussi le Bad Apple, je ne sais pas si vous voyez, une petite fille qui danse. Là, donc c'est une vidéo qui dure 3 minutes. Et donc le tout, c'était de comprimer 3 minutes de vidéo sur un floppy disk. Genre de petit challenge que j'ai. Bon, enfin, donc s'il y en a qui veulent le tester, moi ça m'arrange, ça me fera du feedback. Il est interdit de venir avec des mauvaises nouvelles du genre le jeu ne marche pas. Et ça veut dire qu'il faut chercher encore. Donc tu as fait un émulateur sans avoir la pause. Ah oui, ça c'est le truc un peu rigolo. C'est-à-dire, moi j'aurais pu dire c'est parce que j'ai pas les moyens de me payer un emploi, alors j'ai dû le faire moi-même. Mais oui, mais en fait, après, là, moi, je frime un peu, je monte tous mes trucs, mais quand on voit où on en est aujourd'hui, il y a plusieurs émulateurs qui marchent, il y a une documentation monstrueuse, il y a sur Internet, il y a dans toutes les copies des bouquins, il y a un type qui a repiraté des centaines de jeux, il a fait l'intelligence de mettre des notes explicatives, c'est quoi la protection du jeu. Et il y a une quantité d'infos juste hallucinante. Quoi. Donc,
en fait, au final, j'ai très rarement besoin d'Apple. Je pense que j'ai dû demander chez vous sur le Discord quelquefois qu'on teste un truc pour moi, mais quelquefois c'est 2 ou 3 maximum sur tout le développement, et il y a vraiment moyen de faire 100. J'y arrive, c'est pas très... En fait, c'est pas compliqué, il suffit de lire très attentivement la doc, de se souvenir de comment c'était quand on était petit, et de regarder les autres émulateurs aussi. Évidemment, je regarde les autres, moi je ne regarde pas le code, mais je vois, tiens, il est mis, ah ouais, tiens, c'est bizarre, en fait, c'est surtout ça, c'est le fait de dire, oh putain, lui, il sait le faire, moi je ne sais pas le faire, ça c'est pas possible. Et voilà. Donc ouais, j'ai pas d'Apple. Un jour peut-être j'en aurai un, mais... En fait, je vais vraiment avoir besoin d'un Apple le jour où je vais faire la modélisation du son, parce que mon idée, donc c'est de... Alors, il y a plusieurs options. Pour frimer, je dirais bien que je fais un réseau neuronal qui va convertir le son original, dans le signal original vers le signal que moi j'ai envie d'avoir. Et là, j'aurais besoin d'enregistrer des heures probablement de son pour avoir assez de données pour entraîner le réseau. Mais, enfin bon, ça, j'en parle, ça fait rêver, mais est-ce que je suis capable de le faire vraiment? Enfin, normalement, je dois faire 2 ans d'uni pour m'expliquer comment je dois faire. Je sais pas si les gens doivent être capables de le faire. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, j'aurais besoin d'un Apple. Mais en attendant, French Touch, ils m'ont fait quelques photos d'écran. J'ai vraiment pas besoin. En fait, on a besoin de très peu d'informations pour débloquer le truc. Si j'avais un vrai Apple, ça ne m'aiderait pas tellement. Si je devais. Si, après, ça ferait gagner du temps. Voilà, quand j'en ai un, je l'installe et tout. Mais comme de toute façon, je travaille trop, le fait de devoir attendre une semaine ou deux que quelqu'un ait la gentillesse de faire une photo d'écran, ça m'oblige à faire une photo. Finalement, c'est pas plus mal. Mais alors, aujourd'hui, avant de partir, j'ai quand même plusieurs tests que j'aimerais bien faire, si c'est possible. Parce que, là, je suis un peu à court d'infos pour mes 2 opticiens. Je n'arrive pas à deviner comment le truc fonctionne, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Voilà. Merci beaucoup. C'est là, il y a